On a peu vu Gustave récemment parce qu'il s'est occupé d'un mourant qu'on a enterré il y a 4 jours. Et naturellement, tous les clients du bar étaient au cimetière parce que ce Francis, qui pouvait avoir 80 ans, était tout le temps fourré au comptoir. Il buvait, il fumait beaucoup, mais il ne parlait jamais. Et quand on lui parlait, il souriait d'une façon vraiment émouvante, d'une façon timide. On sentait qu'il était content qu'on s'adresse à lui, mais en même temps qu'il était un peu effrayé, comme s'il avait été un enfant battu. Or, justement, il paraît qu'il l'avait été. Il avait une grande casquette qui reposait sur ses oreilles, et donc il s'appelait Francis. Personne n'allait jamais chez lui, sauf donc Gustave, parce que Gustave a le don de ne pas effrayer les gens timides. C'est un don très précieux que je n'ai pas. Quand Francis s'adressait à moi, ou plutôt répondait à mon bonjour, il avait toujours l'air gêné qu'on le regarde, qu'on lui serre la main, qu'on lui parle. C'était un type assez grand, musclé à l'ancienne, c'est-à-dire les jambes pas si épaisses que ça, mais un torse énorme, à force de transporter des charges lourdes. Donc il est mort d'un cancer du poumon chez lui. Si Gustave m'en a parlé un peu, c'est non seulement parce qu'il l'a assisté jusqu'au bout, mais parce qu'il était question dans leur dernière conversation d'un certain bâtiment du village qui aurait pu devenir une maison de retraite. Francis refusait obstinément d'aller dans une maison à 40 bornes, mais il aurait volontiers séjourné dans ce gros pâté de maison qui a été acheté il y a 10 ans environ par une femme de Villeneuve, qui tient une agence de marchand de biens. Avant de vous dire pourquoi Gustave m'en a parlé, je vous rapporte une anecdote, un détail qui prouve que pour exercer une médecine humaine un peu proche des gens, désormais il faut pratiquement prendre le maquis. Gustave est allé voir au centre médical de la ville voisine, de son propre chef, un généraliste à qui il a expliqué la chose suivante. Voilà, je connais un type de 80 ans qui s'appelle Francis, qui est dévoré par un cancer du poumon, qui respire avec une bouteille d'oxygène, qui refuse d'aller se soigner davantage, mais qui souffre énormément. Est-ce que vous avez quelque chose ? Mais oui, je sais qui c'est, a dit le médecin, et là, il paraît qu'il a fermé la porte pour ne pas être entendu par la secrétaire médicale. Oui, parce qu'on en est là en France, je dis ça pour les nombreux Français de l'étranger qui ne rentrent pas souvent et qui m'écoutent chaque semaine, cette secrétaire médicale aurait pu le dénoncer, figurez-vous, d'avoir fait quelque chose en son âme et conscience, sans en référer à l'agence régionale de santé et à tous ses collègues. Ce qu'on lui réclamait pour ce vieux monsieur, à ce médecin, c'était de la morphine, tout simplement. Il a dit, Gustave, qu'on n'a pas prononcé les mots fatidiques, mais c'était implicite. Il a parlé de tout moyen intelligent de régler non seulement la question de la douleur, mais aussi un peu le reste. Je suppose, a dit le médecin le jour où Gustave est venu le trouver, que ça sert à rien que ce soit moi qui y aille. Et Gustave a répondu, oui, vous supposez bien, mais ce que vous supposez pas, c'est ce qu'il m'a dit à propos du Covid, par exemple. Il faut pas prendre les gens pour des idiots. C'est un type très malin qui analyse. Il m'a dit, bon, je pense qu'il y a en France 2 ou 3 millions de personnes comme moi qui se demandent s'ils vont finir l'année parce qu'ils sont cancéreux et qu'on emmerde tout le monde en ce moment, qu'on ferme les cafés, qu'on ruine les artisans pour une maladie qui tue 0,2% des gens, et encore après 80 ans. Mais vraiment, comment veux-tu que j'ai envie de rester dans une société aussi conne ? Et donc il n'est pas resté, il s'est envolé au paradis des ouvriers agricoles, mais il a dit 3 trucs à Gustave avant de partir qui méritent que je vous les rapporte. Moi, j'étais déjà stupéfait que Gustave me raconte comme ça que ce Francis lui parlait aussi librement. Les gens timides en milieu paysan, on a toujours plus ou moins l'impression qu'ils sont mentalement demeurés parce qu'ils ont des grosses mains et des mauvaises dents, mais il y a parfois parmi eux des gens très rusés. Et Gustave m'a dit, je suis fier, moi qui m'ai fait confiance comme ça jusqu'au bout, et je suis fier d'avoir connu le vrai Francis, pas celui qui bredouillait des conneries au bar après 4 bières. Il avait en fait des idées sur tout, il lisait beaucoup et il regardait Arte, enfin je veux dire, il regardait pas Hanouna plutôt. Et là, Gustave m'a fait le portrait de ce personnage en une phrase. Il m'a dit, tu sais, il faisait partie de ces gens qui se plaignent pas, c'est un peu comme les chevaux et les ânes sous la pluie, là, qui endurent le froid toute la journée. D'ailleurs, il était bâti lui-même comme un cheval, surtout de la poitrine. Enfin, pour résumer, ce qu'il m'a dit, c'est simple. Il m'a dit qu'il y avait que s'il y avait eu, une maison de retraite ici, à Campagnol, j'y serais allé parce que depuis 4 ou 5 ans, j'ai l'impression le matin que je vais me laisser mourir au lieu de me lever tellement je suis fatigué. Gustave lui a dit, toi qui es si timide, tu te vois aller prendre ton dîner avec les autres en bas. Non, non, mais il ne faut pas croire, a-t-il répondu, je sais parler aux gens qui ont vécu les mêmes choses que moi au village. Je suis allé 2 fois à l'hôpital de Millau quand ils m'ont donné l'oxygène. Et puis il y a la fille qui vient pour les bouteilles.
Et tous ces gens regardent leur téléphone portable toute la journée, c'est affreux. Et là, il est parti sur le téléphone portable, et de là, on en est venu au chantier du gros bâtiment de 30 pièces qui trône au milieu du village, parce qu'il avait observé les ouvriers assez longtemps, et là, m'a dit Gustave, si tu l'avais écouté, il te faisait une étude sociologique absolument complète. D'abord, tu vois ces ouvriers qui se promènent sur les poutres toute la journée, même le type qui est censé assurer les autres avec sa corde en bas, ou faire dégager les gens quand on balance du bois sur la place, eh bien, tout le monde regarde son portable tout le temps. En plus, ces types viennent de Turquie. J'ai vu qu'ils regardaient des vidéos dans leur langue en travaillant. Tu vas quand même pas me dire qu'ils font ça sur le chantier en travaillant normalement. Ils ne travaillent pas comme il faut. Et tu sais pourquoi ils sont là? À cause d'un cabinet de marchand de biens à Villeneuve qui veut dépenser le moins possible et qui les paie pas, ou très mal, ou très tard. Et en effet, Gustave a embrayé pour m'assurer que Francis avait parfaitement compris ce qui se passait, et il me l'a résumé. Le marchand de biens de Villeneuve, la marchand de biens, avait acheté ce gros bâtiment pour y faire des appartements, mais il n'avait pas fait l'essentiel qui est le toit. Et le toit était en plaque d'amiante ondulée sur 200 mètres carrés, si c'est pas davantage. Pendant qu'ils m'ont parlé, on le voyait, ce pâté de maison, au coin du coin de la terrasse du café. La base était du XIIe siècle, un peu refait au XVIIe après. Ça avait vraiment de la gueule, mais pour ma part, depuis 10 ans que j'habitais au chef-lieu, je l'avais toujours connu en travaux, cet endroit. Sauf que là, les travaux étaient arrêtés parce que l'administration s'était fâchée. Du coup, c'était la cascade d'embêtements. Le cabinet qui voulait terminer les travaux pour louer au plus vite afin de payer les ouvriers ne pouvait pas boucler son opération. L'entrepreneur en travaux qui faisait venir des équipes de toutes les couleurs de Toulouse ou de Marseille commençait à comprendre qu'il ne serait pas payé. Donc, il disait au propriétaire qui n'était pas prévu au contrat, qu'il devait s'arrêter comme ça pendant 4 mois, et pour des raisons administratives, et que le démontage du toit nécessiterait des masques spéciaux à cause de l'amiante, etc. En fait, il voulait faire ça en douce. Bref, le marchand de biens de Villeneuve commençait à comprendre qu'il laissait beaucoup d'argent et de plumes. Et Gustave a enchaîné. La société voulait brader ce bien à un autre margoulin de la même espèce, un type de Toulouse qui est reparti tout de suite, vu le prix des travaux. Personne n'achèterait donc. Et donc, ce bâtiment énorme, central, donnant sur la place, avec un parc en plus derrière, et un portail, aurait pu être racheté à très bas prix par la communauté de communes pour devenir une maison de retraite, comme on faisait autrefois. Un truc à 15 ou 20 pensionnaires. Même moi, a dit Gustave, si tu me disais que ça se fait, une opération pareille, j'irais à cette maison de retraite. Or, ce truc ne sera jamais racheté pour faire ça, parce qu'il ne sera jamais aux normes. Et c'est là que tu t'aperçois une chose, c'est que ces fameuses normes européennes, en l'occurrence, empoisonnent la vie des gens jusqu'à les obliger à mourir à 40 bornes sans voir personne, ou ici, mais à coups de morphine, quand on trouve sous le manteau. Et depuis 40 ans, le poids des exigences sanitaires devient tellement important, détecteurs de fumée, ascenseurs, circuits protégés, plans inclinés, peinture spéciale, huisserie spéciale, tout spécial, que finalement les gens font comme Francis, ils meurent chez eux plutôt que d'avoir une maison de vieux dans leur village avec le minimum. C'est dommage, et je dis, que notre abonné au Monde ne soit pas là. Il t'aurait dit que, comme ça, on évite d'avoir un incendie avec 9 personnes asphyxiées. Dans les maisons de vieux d'autrefois, il y avait un incendie tous les 4 ans en France, me dit-il, qui faisait 3 pages dans Paris Match, et 9 morts au 2e étage, mais 9 morts seulement pour 5 millions de pensionnaires sur 10 ans ou sur 5 ans. Si tu leur poses la question à eux, déjà, ils te disent, comme Francis, que ça vaut pas la peine de s'emmerder et qu'ils iraient volontiers dans un établissement à 100 mètres de chez eux, même pas aux normes, alors qu'ils n'iront pas dans les autres. En somme, lui ai-je dit, c'est comme pour le Covid. Eh bien exactement, il m'a répondu, moi ce qui me frappe, c'est qu'il y a 40 ans, tu montais les mémés à bras à 2 types baraqués au premier étage par un escalier du XVIIe siècle. Il n'y avait pas de défibrillateur, de protocole, de lit à 6 000 € qui basculent dans tous les sens. Mais les gens au moins rendaient visite à leurs vieux tous les jours avec un journal ou une boîte de calisson. Et à la télé, ils n'apprenaient pas tous les soirs qu'on avait égorgé quelqu'un ou roulé en camion sur des passants dans la foule. Tandis que là, me dit Gustave, tu as d'un côté une obsession de la sécurité sanitaire au nom de la civilisation et de l'autre côté une barbarie totale qui s'installe à la porte des unités de soins les plus calfeutrées. Tu vas finir par arriver au paradoxe incroyable d'un type qui débarque avec une machette dans un univers où tout est désinfecté au quart de poil. Et là, il faut que ça s'arrête, ces histoires. Il faut qu'on désinfecte les esprits avant les murs. Et quand Gustave disait « il faut », on sentait qu'il y avait toute une utopie assez organisée derrière, que je l'ai invité à me décrire. Et il m'a dit, d'abord, ce qu'il faut voir, c'est que Francis, dans les derniers mois, a été traité exactement comme s'il avait mis en doute l'intérêt des protocoles pour le Covid.
Rien que sa façon de dire « laissez-moi tranquille, je veux mourir chez moi » était une menace pour la société qui avait l'air de lui dire « mais il faut penser aux autres ». Déjà, le fait qu'il boive et qu'il fume, c'était la cause d'un comportement verbal du même genre. L'abonné au Monde va te dire justement qu'il est un danger pour les autres, lui ai-je répondu. Même discours pour les gens qui ne mettent pas de masque, alors que depuis des années, ce type boit tout seul et fume dans son coin, et il ne conduit pas, donc il n'emmerde personne, sauf l'institution. Les professeurs d'Elfrécy, autrefois il y avait un cinglé comme ça qui s'appelait Go, qui était contre le tabac jusqu'au délire. L'abonné au Monde va te dire oui, mais il coûte à la société à cause des soins. Mais les soins, justement, me dit Gustave, je viens de te rappeler qu'il n'en veut pas. Oui, mais à la fin, il faut bien qu'il se retrouve dans une unité de soins terminaux. Eh ben non, la preuve, c'est ça qui est inhumain, plutôt que d'aller à 40 bornes où il savait qu'il serait entouré de filles obèses avec des écouteurs qui diraient en gueulant le matin « Alors il va comment le papy ?» tout en regardant leur téléphone portable, au lieu d'écouter la réponse. Eh ben, il a préféré rester à Campagnol et recevoir ma visite tous les jours à 6 heures du soir. Mais jusqu'au bout, il m'a parlé de cette maison du village en disant « Avant, dans les maisons de vieux, tu finissais par connaître, avant de mourir, des gens qui habitaient à 200 mètres de chez toi depuis 40, 50, 60 ans, mais avec qui tu n'avais jamais parlé depuis la classe de 8e. Tandis que là, c'est la déportation. Les gens sont dispersés dans un milieu complètement hostile, et les gens comme moi, qui n'ont pas de famille, il avait une seule nièce à la Réunion, qui n'est pas venue à l'enterrement d'ailleurs, se retrouvent tout seuls devant des mots fléchés. Même le personnel de ces établissements vient de l'autre moitié du monde. C'est comme pour les ouvriers, ils parlent même pas le français entre eux. Alors du coup, j'ai demandé à Gustave, ce qu'on entend de plus en plus sur les plateaux de télévision, entre parenthèses, ce qui prouve que nous allons vivre une période de grands changements. Alors toi, qu'est-ce que tu ferais? Ben déjà, m'a-t-il dit, je m'adresserai au futur président de la République pour qu'il fasse ce que je dis, parce que l'autre, vraiment, alors là, vraiment, il ne vaut rien. C'est même pas la peine de lui parler de quoi que ce soit. Il transforme tout en emmerdement pour son pays. Il a une baguette magique à l'envers. Par exemple, au lieu de dire on fera ce qu'on a à faire avec les activistes qui égorgent, et j'en dis pas plus, eh ben il en a dit plus justement. Il a expliqué à tout le monde que c'est ce que c'était que la tolérance. Il a fait un cours sur l'islam, il a fait son pervers manipulateur qui a besoin de tirer tout le monde de l'ignorance, comme à Beyrouth, comme en Ukraine. Résultat, gueulante généralisée, il a tout le monde sur le dos et c'est bien fait. Mais il est tranquille maintenant, lui ai-je dit, il met tout le monde au couvre-feu. Ensuite, donc pas de réunion le samedi et le dimanche. Il est en train d'équiper la France entière de détecteurs de fumée idéologiques, comme ça risque pas de brûler. Il a fait fermer le site Facebook des admirateurs de Raoult. Tu sais pourquoi c'est lui que je dis, c'est une infirmière justement qui m'a dit ça l'autre jour, c'est de crainte qu'on ne finisse par dire qu'il y a très peu de cas en Afrique parce qu'ils prennent des antipaludéens, autrement dit de la chloroquine, depuis un siècle, de père en fils. Si ça se confirme, je te raconte pas la honte. Fin de la parenthèse. Et là, je lui ai pas laissé le temps de me répondre, je voulais pas qu'il oublie de me dire ce qu'il faudrait faire pour les maisons de retraite. Il m'a répondu, toujours à l'adresse du futur président, il faudrait simplifier tout, dans tous les domaines de toute façon, diviser les règles et les exigences et les normes européennes par 3 ou 4, ce qui nous empoisonne dans tous les domaines, c'est l'adoption de règles, de normes que les gens ne peuvent plus suivre, ne peuvent plus payer, ne peuvent plus supporter. Division des points de contrôle technique des véhicules par 3, par exemple. N'importe quel bâtiment énorme, ancienne colonie de vacances, ancien hôtel, devra pouvoir être transformé en maison de retraite sans autre exigence que l'hygiène. Ça tombe bien, les hôtels en faillite vont être nombreux à cause de toutes ces conneries. On s'affranchit de tout ce qui nous rend esclaves parce que la mise aux normes est le premier esclavage. Voilà ce que je préconise, me dit-il. Oui, la mise aux normes, c'est une façon d'objectiver la dictature, et c'est ce que fait Macron en permanence. C'est pas moi, c'est le Conseil scientifique, c'est pas moi, c'est toutes les études américaines qui disent que. Donc, lui ai-je dit, à quel président futur tu t'adresses là? Eh ben, je vais te dire, jusqu'ici, j'avais pas d'idée, je ne penchais pas comme toi, me dit-il, ou comme Léon, qui lui le voit carrément élu dans sa boule de cristal intérieure. Je ne penchais pas pour Philippe de Villiers. Mais là, ça commence un peu, et tu sais pourquoi? Eh ben, c'est parce que la presse essaie de plus en plus de nous fourguer en ce moment son frère galonné, là, le général Le Cornio, qui certes porte mieux l'uniforme que le préfet l'allemand, c'est pas dur, mais qui est quand même un pauvre gars dont on se sert comme contre-feu. Et quand il y a contre-feu, ça désigne l'existence, me dit-il, d'un foyer principal. Et là, je commence à me rendre compte que le foyer de la résistance, de la reconquête existe bel et bien, et qu'il est probablement au Puy du Fou, pas au siège de l'OTAN. Surtout que depuis que la Turquie nous menace, je te rappelle qu'elle en fait partie.
Et puis, il y a une chose qui m'est revenue, c'est que le frère de Villiers, le civil, a racheté l'anneau de Jeanne d'Arc aux Anglais, et ça, personne ne veut en parler, mais tous les manuels d'histoire en parleront un jour, et s'il l'a acheté, c'est probablement qu'il le soupçonnait déjà. À bientôt, merci.